toi, t'as suivi un cursus très différent de ce qu'on pourrait penser pour le Jeet Kune Do. Donc bon, je suis obligé un petit peu de te poser la question, mais quand on parle de Jeet Kune Do, c'est un petit peu difficile de ne pas parler de Dan Inosanto. Bien sûr. Je sais que c'est pas spécialement ta tasse de thé. J'ai travaillé avec Dan. Ouais. J'ai travaillé en 87 avec Dan, puisque j'étais compétiteur chez Belly. Ouais. Donc bien évidemment, je suis allé voir Dan Inosanto, parce que voilà, c'est évident. Hein. C'est vrai que moi j'étais compétiteur, donc j'avais une façon de travailler chez Benny qui était vraiment en plein contact. Bon. Et j'ai pas retrouvé ça chez Dan. J'étais d'abord assez étonné. Ouais. Ils avaient un peu plus peur des coups que de vrais compétiteurs. Et bon, c'était quand même assez magique parce que c'était Dan Inosanto, plein de photos de Bruce Lee, voilà, donc j'y suis allé, je me suis inscrit, mais j'ai pas obtenu grand chose en pied-point, j'ai rien obtenu, et j'étais pas suffisamment avancé pour être reçu dans sa classe de trapping pour les avancées, voilà. Donc je suis resté malheureusement un petit peu loin par rapport à ça. Au niveau pied-point, ils n'étaient pas du tout dans le coup, les gars. Ouais. Même les instructeurs, c'était pas ça. À l'époque, est-ce qu'il y avait déjà Eric Paulson, Ron Balicki à l'époque ou pas? Non, pas Ron Balicki. Paulson, peut-être, mais alors en tout jeune. Tout jeune, ouais. Oui. Parce qu'après, c'est vrai qu'ils sont dirigés vers tout ce qui était shoot wrestling, tout ça. Où il y a le combat libre aussi avec Paulson. Tout à fait. Il y a eu une évolution après fin des années 80. Début 90, c'est là où on a commencé à en parler. Mais fin des années 80, non, c'était encore un peu l'enseignement de la zone un peu bizarre, Bruce Lee 74, 78 là, où ils ne savaient pas trop quoi faire. Donc c'était un petit peu ça. Et puis ensuite, mais ils ont diminué de plus en plus, de moins en moins de contacts. Et je sais qu'en 2010, là par exemple, il n'y a plus de sparring, il n'y a plus grand chose chez Dan Inosanto, il n'y a plus de réalité du combat. Il y a énormément de quali, de choses comme ça. Donc il y a, à mon sens, et c'est juste mon idée, je dirais peut-être une déviation à tel point que je crois savoir qu'ils ont laissé tomber le nom Jeet Kune Do. D'accord. Il y a peut-être une raison là-dessus. Et toi, tout ce qui était Kali, eskrima, ça t'a jamais les armes, j'aime beaucoup les armes, j'en ai beaucoup fait. Armes chinoises, bâtons longs, sabre chinois également, nunchaku bien sûr, parce que ça partait avec vous aussi dès le départ. Mais Kali, non. Bon, j'ai approché un petit peu pour voir ce que c'était, pour essayer de sentir justement les capacités que ça offrait. En quoi je pouvais le transposer en main nue. Donc c'est intéressant, effectivement. Ça a des limites aussi dans le raisonnement, mais il y a des choses intéressantes. C'est une autre façon de faire, c'est une autre culture. Je dirais que tout est intéressant. L'ennui, c'est qu'il faut faire aussi des choix, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. On a beau être passionné, on ne peut pas y passer 20 heures sur 24. Donc moi, mon choix était beaucoup plus porté sur ce que faisait Bruce Lee réellement en termes de discipline. Donc c'était beaucoup de Chisao, mais un Chisao, je dirais, très contact, très pression, plein contact. Ce qu'a repris Jesse Glover depuis 50 ans, maintenant, puisque 60, années 60, 50 ans. Donc c'est surtout ça que je fais là, maintenant, ce type de Chisao-là. En même temps, le pied-point, puisque le pied-point appelé kickboxing, c'est Bruce Lee en Occident qui a utilisé en premier ce nom. Et puis la partie escrime, évidemment, puisque le Jeet Kune Do de l'époque de Bruce Lee, entre ses propres mains, c'était l'application des principes d'escrime à main nue. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les arts philippins, dans le Kali, des choses comme ça. C'est un petit peu autre chose. Ça se rapproche peut-être un peu plus du Wing Chun, sans être du Wing Chun non plus. Les zones de contact, nous, on va les éviter. Il y a moins de contrôle, voilà, on va beaucoup plus dans les ouvertures, où on crée des ouvertures, d'où les fameuses 5 voies d'attaque de Bruce Lee, qui sont directement tirées de l'épée occidentale. Voilà. Donc moi, mon Jeet Kune Do, il est là. Il est sur ces éléments-là, comme Bruce Lee faisait pour lui-même,
pas pour l'enseigner forcément, mais pour lui-même. Et tous mes pôles, en fait, donc le Chisao, le kickboxing, l'escrime, je le fais en plein contact. Toujours. Le laboratoire plein contact reçoit toutes les disciplines que je fais. Parce que s'il n'y a pas de plein contact, et ça c'est évidemment l'expérience des combats, il n'y a pas de plein contact, il n'y a pas de mesure valide pour vraiment avoir une idée de ce qui se passe. Est-ce qu'on est capable de maintenir un effort sur la longueur? Est-ce qu'on est capable de maintenir une vigilance, une capacité de penser pour avoir une disponibilité tactique? Qu'est-ce qu'on fait avec son propre cardio-respiratoire? Comment ça se passe dans la gestion de l'effort avec l'autre? Voilà, et ça, il faut aller complètement à fond, il faut aller dans le pied-point, enfin même au niveau du trap. Alors bien sûr, on le fait avec protection, bien évidemment, mais on y va. Pour moi, un artiste martial doit savoir faire perdurer un combat au-delà de 3 minutes. Les artistes martiaux, en général, ne sont pas capables de faire ça. Parce qu'ils pensent qu'avec certaines techniques, ils vont éliminer l'adversaire en 5-10 secondes. Voilà. Le problème, c'est que si ça dure, du coup, ils ne sont plus du tout à la page. Et il y a la gestion de l'effort aussi qui... C'est du vécu, il faut que ce soit du vécu, il ne faut pas que ce soit théorique. C'est sûr que dans les sports de combat, il y a une obligation d'avoir une certaine condition physique pour combattre. Sinon, Absolument. Même si on est bon techniquement, on ne fait rien. Au bout d'un moment, la technique, elle s'en va avec la fatigue, donc c'est vrai que c'est très important et c'est souvent moins mis en évidence dans la pratique traditionnelle parce qu'il y a peu de sparring ou pas du tout souvent. Donc forcément, ils ne vont pas mettre le doigt dessus sur l'importance de cet aspect-là. Il peut y avoir le poids des traditions, c'est la façon qu'on fait depuis un petit moment, etc. Il y a beaucoup de croyances aussi, avec telle technique, le gars je vais le maîtriser, ce qui est totalement faux, parce qu'on s'aperçoit avec les UFC, avec tout ça, qu'on peut taper comme un fou sur un gars, puis il ne va pas descendre pour autant. Donc il y a plein de prises de conscience comme ça. Moi j'ai bénéficié de ça, parce que encore une fois, dans les années 80 il y avait les interstyles. Et là, on voyait les gens qui étaient censés avoir une connaissance de techniques extraordinaires, et ils prenaient une danse magistrale face à quelqu'un qui faisait jab, cross, low kick. Tout ça, on disait, mais c'est pas des arts martiaux, c'est enfantin votre affaire. Ah ouais, sauf qu'il n'y a personne qui peut rester debout en face. Bon voilà, une prise de conscience très importante dans la charnière des années 80. Moi j'ai bénéficié de ça, et puis j'essaie surtout, au niveau des artistes martiaux que j'entraîne, de leur inculquer cette réalité-là au niveau cardio-respiratoire, ne serait-ce que pour se sauver, si des fois il y a plusieurs agresseurs. Il faut encore pouvoir prendre ses jambes à son cou, mais pour ça, il faut encore avoir un petit peu de... Bien sûr. Voilà. Et puis au niveau des combattants, c'est la même idée.